Bonsoir, bienvenue aux 23h, voici les titres. S'est ouvert ce mardi à Séoul, en Corée, le premier sommet Corée-Afrique. Une vingtaine de chefs d'État, dont le président de la République Alassane Ouattara, y prennent part. Cette rencontre vise à dynamiser les relations politiques et économiques entre l'Afrique et le pays du matin calme. L'effondrement d'un immeuble R+3 ce mardi à la Riviera Palmeraie a fait un bilan provisoire d'une personne décédée et plusieurs personnes évacuées. Des recherches sont en cours pour retrouver d'autres éventuelles victimes. La mairie de Cocody a accueilli ce mardi la 4e réunion du cadre de concertation permanent entre les maires et le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Au menu, la lutte contre le désordre urbain, la délocalisation du marché à bétail de Port-Bouët et le déguerpissement des habitations attenantes à l'abattoir de Port-Bouët. Encore une fois, soyez les bienvenus. Séoul, capitale de la Corée, a abrité ce mardi le premier sommet Corée-Afrique, des assises qui enregistrent la présence d'une vingtaine de chefs d'État africains, au rang desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il s'agit d'une rencontre pour dynamiser les relations politiques, mais surtout économiques, entre l'Afrique et la Corée. Mahama Traoré. 48 délégations et 25 chefs d'État africains sont présents à ce premier sommet Corée-Afrique. Placé sous le thème « L'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité », ce sommet est l'occasion d'explorer des solutions pour relever les défis mondiaux actuels, notamment la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité sanitaire. Un thème en droite ligne avec les priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine, selon le président Alassane Ouattara. Pour le chef de l'État ivoirien, une intensification des échanges entre la Corée et le continent africain, riche en potentialités naturelles, s'impose pour un partenariat gagnant-gagnant. Dans ce sens, Alassane Ouattara plaide pour un soutien de la Corée à l'Afrique en matière de technologie, clin d'œil particulier à l'intelligence artificielle, domaine dans lequel le leadership de ce géant d'Asie est avéré. Terre d'hospitalité, la Côte d'Ivoire réserve également une mine d'opportunités aux investisseurs coréens, ceux dans plusieurs secteurs, notamment ceux de la transformation des produits agricoles, de la technologie, de l'innovation et de l'industrie automobile. Un appel que le président Alassane Ouattara lancera une fois de plus ce mercredi lors du forum d'affaires Corée-Afrique. La volonté de renforcer les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Corée se matérialise. En marge des travaux du sommet, le ministre ivoirien du Commerce, Souleymane Diarra et son homologue coréen ont signé ce mardi un protocole d'accord. Il porte sur l'établissement d'un cadre pour la promotion du commerce et des investissements. Nous retrouvons Mahama Traoré. Entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud, accroître les échanges commerciaux est une nécessité. Ce souhait des deux chefs d'État fait place aux actes. Ce mardi, le ministre ivoirien du Commerce, Souleymane Diarra et son homologue coréen ont signé un protocole d'accord. Il porte sur l'établissement d'un cadre pour la promotion du commerce et des investissements privés. Le marché ivoirien s'ouvre ainsi aux hommes d'affaires sud-coréens, entre autres secteurs à explorer, l'agro-industrie, les technologies, l'énergie et les ressources minières. Autre avantage pour les milieux d'affaires sud-coréens, la porte d'entrée que constitue la Côte d'Ivoire pour le marché de l'espace UEMOA. Ce protocole d'accord fixe ainsi le cadre pour la facilitation du commerce entre les deux pays, en plus de supprimer les mesures qui entravent les flux bilatéraux. En somme, un accord bilatéral qui fait l'affaire des secteurs privés ivoiriens et coréens, d'ailleurs fortement représentés, à cette cérémonie de signature. Retour en Côte d'Ivoire, la présidente du Sénat, Kandia Camara, et l'ensemble des sénateurs étaient en séance plénière de délibération sur 4 projets de loi présentés en commission. Ils sont relatifs à la justice, au TIC, au foncier et à la dette. Des projets de loi pour accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers son développement. Ils ont été adoptés à l'unanimité. Le point de Kader Sogodougou. La séance est présidée par Kandia Kamisoko Camara. 4 projets de loi à examiner. La justice avec l'extradition, les communications électroniques, le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain et la politique nationale d'endettement et de gestion de la dette.
Ce dernier projet de loi a permis de savoir que la Côte d'Ivoire maîtrise sa dette. Nous avons un niveau de dette modéré, ça a été dit. Je dis, mais regardez ce que la Côte d'Ivoire fait de ses dettes. Quand en l'espace de 10 ans, on construit des dizaines de milliers de salles de classe pour les enfants du préscolaire, du primaire, du secondaire. Quand en moins de 10 ans, on construit 9 universités. Quand en moins de 10 ans, on construit des CHU, des CHR, des centres de santé, des maternités pour les populations. Quand en l'espace de 10-12 ans, on fait en sorte que tous les villages ayant plus de 500 habitants aient de l'électricité. Quand on fait en sorte que les populations disposent d'eau potable dans presque toutes les régions, tous les départements, dans presque tous les villages. Quand en l'espace de 10, 12, 13 ans, on a des ponts. Quand on donne des fonds sociaux à des femmes, à des jeunes, pour réaliser leurs projets, quand on améliore les conditions de vie de ces populations, alors qu'est-ce qui est important? C'est l'utilisation de la dette contractée, c'est ce qui est important ou c'est le niveau de la dette. Et nous pouvons être fiers de notre pays, fiers de notre président, fiers du gouvernement. Le 18 juin, le président de la République s'adressera au Parlement réuni en congrès. La présidente du Sénat a invité les sénateurs à se mobiliser pour ce rendez-vous qui se tiendra à Abidjan. Je vous donne lecture de ce communiqué émanant du Sénat. Madame Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat, informe mesdames et messieurs les sénateurs qu'à la demande de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le Parlement se réunira en congrès le mardi 18 juin 2024 à 10h à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Au cours de ce congrès, le président de la République adressera son message sur l'état de la nation devant les députés et les sénateurs, conformément à l'article 114 de la Constitution. Mesdames et messieurs les sénateurs sont invités à prendre toutes les dispositions utiles en vue d'assurer leur présence à cette réunion du congrès. Ce communiqué tient lieu de convocation individuelle fait à Yamoussoukro le 3 juin 2024. Et ce drame, un immeuble R+3 s'est effondré ce mardi dans la commune de Cocody aux environs de 11 heures. Cet immeuble à usage de bureau a cédé sous la pression d'une perceuse qui procédait à une étude de sol dans le but d'y construire un édifice R+7. Sur la vingtaine d'occupants, 17 ont été évacués au CHU d'Angré, un décès enregistré et une victime encore sous les décombres. Les opérations de secours sont en cours et d'importants moyens ont été déployés pour dégager les éventuelles victimes. En mission, le ministre Bruno Nabagné-Koné a dépêché son collègue Amédée Kouakou pour s'enquérir de la situation. La ministre de la Solidarité et le ministre de la Santé étaient également sur les lieux. L'incertitude plane sur le nombre de personnes présentes dans l'immeuble au moment du drame. Les secours explorent minutieusement les débris à la recherche de survivants. Le témoignage de Sephora Zegui. Cocody, Riviera Triangle, un immeuble R+3 s'est effondré ce mardi 4 juin aux environs de 11 heures. Sous les décombres, des occupants pris au piège. Bilan, un décès certain. Les premières victimes sauvées doivent leur salut à Guélabi Guéla, étudiants, et certains badauds. On peut dire à la société personne. Ici, à plein de collègues. Maintenant, j'arrive là-bas, je crois à taper. Maintenant, ça, il croit à taper. J'allume mon téléphone et puis je vois la femme. Elle crie. Maintenant, ça, il dit, ah, vous avez quoi? Elle me dit, ah, et elle est blessée, qu'elle ne peut pas bouger. Même moi, mon collègue, on a commencé à travailler dans ça. Les autres sont venus, ils sont arrivés. Maintenant, après ça, on a commencé à déployer et puis on avait sorti. 10h, 11h, là, nous, on était là. Du coup, on voit l'étage là descend, ça veut tomber. Et puis, il y a les gens dedans. Donc, du coup, nous aussi, on est venus. Bon, moi, je vais sortir 3 personnes. 4e, là, c'était un garçon, lui, il est resté dedans. Cet homme est l'agent qui a en charge la sécurité de l'immeuble. Grâce au travail acharné des sapeurs-pompiers, il vient d'être extirpé des décombres. Alertée, la 8e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Bingerville sur les lieux est à pied d'œuvre.
Alban Conan, commandant de la 8e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Bingerville, déploie les grands moyens pour sortir des décombres les personnes manquant à l'appel. On nous a signalé provisoirement 18 victimes. Il faut noter que 16 victimes ont été déjà dégagées, blessées. Ouais, ces victimes sont vivantes, ont été prises en charge et évacuées au niveau de chute d'engrais. Nous procédons actuellement, après un périmètre de sécurité établi et puis consolider la structure du bâtiment, c'est-à-dire par des étayements avec l'unité spécialisée, nous procédons maintenant à la recherche des 2 autres victimes. Il faut dire qu'on a déjà aperçu déjà une victime décédée, mais qui est déjà bloquée au niveau des porteurs. Donc nous procédons déjà au dégagement de la victime et procédons de manière simultanée à la recherche des autres victimes. À l'origine de l'effondrement, une perceuse utilisée par le chantier voisin pour la construction d'un immeuble R+7. Dépêché par le gouvernement, Amédée Kouakou donne plus de précisions. Nous voudrons donc au nom du gouvernement présenter nos sincères condoléances aux familles des décédés, mais aussi souhaiter prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Mais tout de suite, de ce que nous voyons, on pense qu'en première approximation, les fondations ont été déstabilisées donc, par ce trou qui a été creusé. C'est une situation qui est regrettable. Je pense que le procureur est là, les services de justice vont prendre toutes les dispositions de sorte que ceux qui sont responsables soient punis conformément à la loi. Parce que ces genres de choses ne sont pas acceptables. Lorsque vous devez construire un bâtiment et que vous avez des voisins, vous devez prendre toutes les dispositions pour préserver non seulement le bâtiment, mais surtout ceux qui habitent le bâtiment. Belmont Dogo de la Solidarité et Pierre Demba de la Santé étaient également aux côtés du ministre Amédée Kouakou. La manœuvre du chantier voisin a également eu des répercussions sur un autre immeuble. Pour éviter d'autres désagréments, le bâtiment a été évacué. Le procureur de la République sur les lieux indique qu'une enquête est ouverte pour connaître les causes réelles afin que les coupables subissent la rigueur de la loi. Parlons des ordres urbains. La 4e réunion du cadre de concertation permanent entre les maires et le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan s'est tenue ce mardi à la mairie de Cocody. Les points majeurs au cœur des échanges, la lutte contre le désordre urbain, la délocalisation du marché à bétail de Port-Boué et le déguerpissement des habitations attenantes à l'abattoir de Port-Boué. Les maires ont exprimé leur engagement aux côtés d'Ibrahim Cissé Bakongo pour ces actions. Khalil Diomandé. Les maires des différentes communes d'Abidjan mobilisés autour du ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo pour mettre un terme au désordre urbain dans la capitale économique ivoirienne. Au cours de cette 4e réunion du cadre de concertation permanent, ils décident de créer une brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain. Chaque commune va apporter un certain nombre d'éléments. Il s'agira de 15 policiers par commune. Et nous allons mettre en place une brigade. Le district autonome va apporter 50 éléments. Et cette brigade spéciale va s'occuper essentiellement de la lutte contre la mendicité, contre le commerce ambulant dans nos différentes communes. Les maires ici présents ont apporté au cours de cette réunion leur soutien total aux actions du ministre-gouverneur dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain. Le cadre de concertation permanent s'est également prononcé sur la délocalisation du marché à bétail de Port-Boué et les incidents survenus ce week-end suite à cette décision. Vous savez déjà que Port-Boué, c'est la porte d'entrée du district autonome d'Abidjan. Nous n'allons pas continuer d'accueillir nos visiteurs avec du bétail, avec des moutons en pleine vue. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous savez qu'il y a les travaux de l'échangeur d'Akwaba. Et avec la fête de Tabaski qui approche, il y aura véritablement des embouteillages. Il sera difficile de circuler dans cette zone. Le centre commercial et le centre d'abattage du bétail demeurent à Port-Boué. C'est le parc à bétail qui a été délocalisé à l'ancienne casse d'Adjamé. Et sur ces sites, aujourd'hui, vous avez pratiquement 1000 places. Concernant les incidents qui sont intervenus à Port-Boué, les auteurs ont été identifiés, ont été arrêtés et ont été déférés. Ce sont des actes de vandalisme
et les auteurs doivent répondre de leurs actes parce que nous considérons que c'est une défiance à l'autorité de l'État. Concernant le déguerpissement des habitations jouxtant l'abattoir de Port-Boué, le district autonome d'Abidjan rassure que des mesures d'accompagnement sont prévues pour les personnes impactées. Le district autonome a pris soin de trouver un site dans la commune de Port-Boué, à Anani. Il s'agit donc de construire des logements pour les familles qui quittent donc le site attenant à l'abattoir pour aller les reloger sur le site de 10 hectares que le district autonome d'Abidjan a identifié et qui est en train d'être aménagé actuellement. Contrairement aux rumeurs indiquant que les sites déguerpis ont été vendus aux promoteurs immobiliers, Ibrahim Cissé Bakongo a plutôt précisé que ces espaces feront l'objet d'un aménagement paysager. La prochaine réunion du cadre de concertation permanent se tiendra le 2 juillet prochain à la mairie de Marcory. Avant de poursuivre, notez qu'en Afghanistan, des dizaines de milliers d'enfants sont toujours affectés par les inondations soudaines, en particulier dans les provinces septentrionales de Baghlan et de Badakhshan, ainsi que dans la province occidentale de Ghor. Les dernières inondations ont fait près de 350 victimes, dont au moins une douzaine d'enfants. Plus de 7800 maisons ont été endommagées ou détruites et plus de 5000 familles ont été déplacées. Des routes et de l'eau pour désenclaver les zones productrices alors que s'annonce la saison des pluies. En pleine préparation de la future campagne de production café-cacao, les producteurs, principalement ceux des zones reculées, sont préoccupés par l'évacuation de leurs produits. Mais depuis plusieurs mois, le Fonds d'investissement en milieu rural, FIMR, un des instruments du Conseil Café-Cacao, a entrepris d'importants travaux de reprofilage et de réhabilitation des pistes, mais également de construction de forages et de pompes hydrauliques dans les zones de production. Une façon de rendre meilleure la vie de ces populations qui contribuent par leur dur labeur à la création de richesses au profit de l'économie ivoirienne. Des routes et de l'eau pour désenclaver les zones productrices, c'est le sujet de notre dossier EcoPlus de ce mardi qui fait un zoom sur quelques-unes de ces réalisations qui aident les producteurs du binôme café-cacao à sortir de la précarité. Et c'est un reportage de Jean-Luc Bambou. À Marie-Chantier, petite localité dans le département de San Pedro, le quotidien des populations est rythmé depuis peu par le bruit des pelleteuses, nivelleuses et autres rouleaux compresseurs. Les engins de chantier sont de sortie. Leur mission, rouvrir la voie d'accès à cette bourgade de plus de 3000 âmes, principalement des producteurs de café-cacao. En réalité, la voie avant, elle était une voie pratiquement de 4 mètres. Mais aujourd'hui, vu que ce sont des travaux de reprofilage lourd, on peut faire même un dépassement. On a des voies de pratiquement 7 mètres, 8 mètres ici. Une initiative du Conseil Café-Cacao, l'organe responsable de la gestion de la filière. L'objectif étant de faciliter l'accès aux zones de production du café et du cacao afin de permettre de mieux écouler la production. Pour sortir sur Tui, il fallait que vous faites au moins 2 jours. La route n'était pas accessible. Il faudrait que vous preniez des motos-taxis. Même cacao, même les gens viennent acheter au prix bas. Donc, on a vu la route reprofilée. On est tellement contents. Favoriser la contribution de la filière café-cacao au développement rural, c'est la principale mission assignée au Fonds d'investissement en milieu rural FIMR. Ainsi, ce sont plus de 72 km qui ont été entièrement reprofilés entre les localités de Toui et Balokuya. Un juste retour d'ascenseur pour cette région qui contribue à hauteur de 250 000 tonnes de cacao dans la production nationale. Le cacao était là. Voilà, il m'avait suivi comme ça. Voilà. Mais avant, on peut faire quelque chose de 5 heures du temps même en cours de route. Parce que quand tu prends Bagal, il y a déjà quelque chose de 4 fois, 3 fois avant d'arriver en ville. Mais actuellement, Dieu merci, la route est bonne. Actuellement, on peut dire que c'est comme goudron. Désormais, aucun acheteur ne peut prétexter du mauvais état de la route pour proposer aux producteurs de cette région des prix en dessous du prix minimum garanti. Mieux, ces derniers peuvent faire des économies. Ça nous faisait des pertes. Voilà le magasin que voici, j'avais loué notre magasin à Tui. À cause de la route,
Ce magasin, même par l'année, là, le magasin avait le magasin 70 000 francs le mois. Dans l'année, là, le magasin, ça coûtait plus que 700 000. Mais actuellement, je ne loue plus de magasin. Avec, la route est bonne. Si je charge, je finis de stocker. J'appelle la remorque, ça vient, je charge ici. Ne plus avoir besoin de stocker son produit permet à ce responsable de coopérative d'économiser 700 000 francs CFA et de financer le paiement de plus de 4,6 tonnes de cacao. De 2012 à 2024, ce sont au total 10 854 km de pistes de dessert agricole qui ont été réhabilitées et entretenues. Des routes pour améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs de café cacao, mais également de l'eau potable. C'est l'autre mission que s'attelle à exécuter le FIMR en réalisant des forages ou en réparant des pompes hydrauliques à travers les zones de production, comme ici à Gotonguine, dans la région des 18 montagnes. Cette expression de joie pour traduire la reconnaissance de ces populations devant l'acte qui vient d'être posé dans le village, l'octroi d'une pompe hydraulique, et ceci grâce à la production du cacao par les habitants de cette localité. Tout ce qui peut aider les producteurs de café cacao à vivre décemment et à vivre mieux. Cette pompe-là, c'est parce que vous produisez du café et du cacao ici. Ça aurait été une zone de production d'autres spéculations, ce n'est pas nous qui allions venir faire cette réalisation-là. Pour ces populations qui peuvent désormais faire face aux besoins en eau potable, cet acte restera longtemps gravé dans les mémoires. En tout cas, c'était difficile. C'était difficile. Plus souvent, il y a d'autres, à cause de la méchanceté, ils ferment les puits. S'ils ne sont pas là, tu es obligé de les attendre. Avant de préparer, en temps l'eau, c'est le souffle de vie. D'autres partaient au marigot. Et puis, il y a des pompes qui sont tous gâtées. Et il y a des puits qui sont, au moment de la saison pluvieuse, les eaux sont taries et ça n'a pas de goût à boire. Et souvent, à une certaine période, les enfants tombent malades, ils ont la diarrhée. L'eau potable est également accessible depuis bientôt 2 ans à Alokobo, localité productrice de cacao située à 20 km de Yamoussoukro. Les populations peuvent s'approvisionner à la pompe pour l'ensemble de leurs besoins. La population est estimée à 1500 habitants. On a presque 1000 producteurs dans le coin. On récolte 20 tonnes par an. Réduire la pénibilité de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural sur toute l'étendue du territoire national, une bataille que la filière café-cacao voudrait définitivement gagner pour le bien des populations en général et celui des cacaoculteurs en particulier. Ainsi, de 2012 à 2024, le FIMR a réparé 500 pompes, posé 1598 pompes à motricité humaine et réalisé 1246 forages. Le dossier EcoPlus proposé par Jean-Luc Bango. Nous restons dans le domaine de l'agriculture. Comment augmenter la compétitivité des chaînes de valeurs agricoles, spécifiquement dans le domaine horticole, et endiguer les pertes post-récolte? Une trentaine de jeunes Ivoiriens, acteurs de la filière agricole, sont en formation pour 2 semaines à Assini. C'est une initiative du projet des chaînes de valeurs compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Entre autres enjeux, la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Les explications de Dangui Dangui. Les pertes post-récolte dans le secteur horticole, notamment dans la filière mangue, ananas et palmier à huile, sont importantes selon des experts de la question qui relèvent en plus des problèmes d'accès à la semence de bonne qualité et au marché. En vue de relever ces défis, une trentaine de jeunes acteurs de l'agriculture partagent les expériences et les bonnes pratiques des experts hollandais dans le cadre d'une formation organisée par le projet de chaîne de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique PC7 à Assini. C'est important d'apprendre comment les chaînes de valeur fonctionnent parce que ça englobe en fait tous les acteurs qui interviennent dans chaque maillon de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production jusqu'à la commercialisation à l'export. On le dit très bien, la terre nourrit son homme, la terre ne trahit pas, mais il faut pouvoir renforcer la capacité des jeunes pour leur permettre d'être outillés à tous les niveaux des différentes chaînes de valeur pour apporter un plus à l'agriculture ivoirienne.
Cette formation répond à un besoin du secteur horticole, fait observer le coordonnateur du PC7 qui revient par ailleurs sur quelques réalisations de sa structure. Nous avons mis en place le programme dit Palmier Ivoire qui a consisté à former 1500 jeunes. Aujourd'hui, nous en sommes à 1585 dans toute la chaîne du palmier à huile. Et nous avons également établi un programme qui s'appelle le programme Carité Ivoire, qui consiste à former 6000 personnes, donc 3000 femmes, depuis la récolte, passant par la logistique, la vente sur le marché local, mais aussi la transformation artisanale. Le projet des chaînes de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique PC7 s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 et du programme de gouvernement dénommé Une Côte d'Ivoire solidaire. Dans une autre veine, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, à travers l'Union des femmes du RHDP, prépare une grande tournée de mobilisation dans tout le pays. Pour le succès de ce projet, les membres du bureau exécutif des femmes du RHDP renforcent leurs capacités dans le domaine de la communication. Cette grande tournée de mobilisation a pour objectif de rencontrer les militants et leur parler du candidat du RHDP, Éric Gory. Avant cette grande tournée de mobilisation des militants du RHDP de l'intérieur du pays, le bureau exécutif national des femmes du RHDP est en formation. Cette structure spécialisée du parti se met à niveau sur le plan communicationnel, c'est-à-dire maîtriser totalement le processus électoral et la communication politique pour transmettre fidèlement aux militants du parti les différentes prescriptions. Ibrahima Doumbia, secrétaire exécutif adjoint du RHDP, est l'un des formateurs. Il revient sur les différents modules. Qui consiste à définir les modalités de maîtrise du processus électoral par les femmes du RHDP. Les femmes ont pris l'engagement de faire gagner le candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara, aux élections présidentielles de 2025. Et pour atteindre cet objectif, il y a des actes à poser. Donc nous venons échanger avec les femmes pour nous accorder sur les actes que nous devons poser ensemble pour atteindre cet objectif et être encore plus efficaces pour éviter les dispersions d'efforts. Ces femmes ont appris à communiquer en période de campagne en tenant compte de plusieurs aspects en fonction des objectifs, du contexte et de la cible. L'Union des femmes du RHDP se dit prête à promouvoir les idéaux de leurs candidats. Le candidat du RHDP, c'est bien le président Alassane Ouattara. Nous allons bientôt être sur le terrain à travers la tournée nationale pour les engager, leur expliquer, les former à leur tour pour qu'elles puissent s'impliquer davantage dans le processus électoral qui commence par la révision de la liste électorale. Des notions comme le parrainage, la cartographie électorale ont aussi été expliquées aux participantes. Le parti Intégration et Conscience Nationale a tenu son assemblée générale élective à Yamoussoukro. Les militants se sont retrouvés à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix pour élire leur nouveau président. Au terme des travaux après l'élection, Mayobo Yves a été porté à la tête du parti. Il succède ainsi à Jean-Yves Didbopieux. Eugène Atoubé. C'est une élection sans suspense, à l'issue de laquelle les militants du parti Intégration et Conscience Nationale ICON ont porté leur choix sur Mayobo Oga Yves, seul candidat en lice au poste de président de ce parti. Il succède ainsi au premier président de ICON, Jean-Yves Didbopieux, décédé en 2023. Mayobo Oga Yves compte inscrire ses actions dans la vision de son prédécesseur. Notre objectif premier, c'est de chercher à faire cohabiter les libertés de tous les partis politiques. Il faudrait qu'on interpelle nos aînés et leur dire que la Côte d'Ivoire, comme le dit notre slogan, un peuple, une nation. Le parti ICON, Intégration et Conscience Nationale, porté sur les fonds baptismaux en juillet 2020, revendique son appartenance à la gauche. La conférence dite par Dr Boga Sako Gervais a permis aux militants et aux représentants de partis politiques invités de mieux cerner la vision de son fondateur Jean-Yves Didbopieux et ses ambitions pour la Côte d'Ivoire qu'il lègue
comme héritage. Nous critiquons beaucoup nos dévanciers, mais en même temps, nous devons aussi aimer notre pays. Il n'y a rien au-dessus d'un pays. Et donc, la jeune génération qui prend la relève, sa tâche, c'est de faire en sorte que la vision qu'avait eue Jean-Yves Dibopieux soit respectée. Est-ce qu'ils seront à la hauteur? C'est là que nous allons les juger. Partout où l'on parle de paix, partout où l'on parle de la Côte d'Ivoire, le PDC est toujours présent pour apporter sa pierre. Et nous sommes venus à cette conférence pour dire au parti ICON que ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire. Le parti Intégration et Conscience Nationale ICON prépare l'échéance électorale de 2025, fortement engagé pour une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Ce mardi 4 juin, les rideaux de la 2e édition du Festival international des compétences et des talents de la femme se sont ouverts. Plusieurs associations de femmes exerçant dans le domaine rural ont pris d'assaut le Palais de la Culture à Trècheville pour cette première journée du FICTAF. Objectif, promouvoir et revaloriser les femmes rurales, créer également des opportunités pour ces femmes auprès des décideurs. Serge Pacom Didier Nguessan. Le Festival international des compétences et talents de la femme, FICTAF, porte la réflexion cette année encore sur la femme rurale. Les promoteurs entendent les amener à l'industrie. Il y a une certaine ingratitude vis-à-vis d'elles. Donc nous, on s'est saisi du levier de la culture, donc de par Drôle de Femmes, pour initier donc ce festival afin que les femmes soient vues. Pas que les femmes de la culture, mais également les femmes du monde rural qui ont véritablement besoin d'être encouragées. Soutenues par des coopératives, des femmes entrepreneurs et aussi des médias, Caroline Da Silva et son équipe décident de se pencher sur la cause de ces femmes, principal levier de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Ce, à travers des facilités d'accès au financement, des plaidoyers auprès des décideurs. Je me débrouille pour que je nourris les populations. L'État n'a qu'à nous aider. Nous sommes des mères de famille, piliers silencieux de l'agriculture de notre pays, la Côte d'Ivoire. Pourtant, notre labeur reste souvent invisible et sous-évalué. Nous savons qu'elles font face à beaucoup de défis. La femme urbaine n'échappe pas non plus à ces difficultés. Malgré les efforts des gouvernements en Côte d'Ivoire et en Afrique, il reste des poches de résistance. Le festival est soutenu par plusieurs officiels. Quand vous voyez la problématique qui est engagée, c'est de la femme rurale à la femme industrielle. C'est tout un chantier et je pense que le ministre d'État lui-même est instruit par le chef de l'État de faire de ce challenge-là une réalité tangible. Jusqu'au 8 juin prochain, ces femmes actives en milieu rural bénéficieront de formations entrepreneuriales, d'opportunités commerciales, avec une foire des PME et industries. Du football à présent, leader du groupe F avec 6 points, les éléphants de Côte d'Ivoire jouent gros face aux Panthères du Gabon dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bien avant cette rencontre, les poulains du sélectionneur Faye Emers affûtent leurs armes à Abidjan avant de s'envoler pour Korogo mercredi. Et c'est le lycée technique de Cocody qui sert de cadre aux entraînements dont la première séance a été suivie pour nous par Arsène Kwasi. Pour cette première séance, 23 joueurs sur les 25 ont répondu présents au lycée technique de Cocody sous la supervision du sélectionneur Faye Emers. Et plusieurs compartiments sont passés au peigne fin en vue de livrer un bon match face aux Panthères du Gabon. Ça reste une belle affiche de foot africain, Côte d'Ivoire-Gabon. Donc c'est un match à ne pas négliger. Il faut déjà se motiver dès maintenant et essayer de prendre ce match très très au sérieux. C'est vrai, c'est la fin de saison, c'est un peu difficile, mais bon, on reste professionnel. On finit dans 10 jours, donc on est fixé, on est très concentré et on veut remporter ce match, on veut prendre les 3 points directs. On se prépare pour le match avec beaucoup d'humilité. C'est vrai, on revient d'une Coupe d'Afrique réussie, mais voilà, on va être humble, travailler, mettre les idées en place pour mieux préparer le match. Durant 3 jours, Emers Faye et son staff mettront à rude contribution les internationaux sélectionnés pour ce match contre le Gabon. La Côte d'Ivoire est leader du groupe F avec 6 points plus 11.
Hors de la Côte d'Ivoire, en Inde, le parti nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi et ses alliés ont remporté avec une confortable avance les élections législatives. Mais cette majorité parlementaire s'est réduite et l'opposition sort renforcée du scrutin. Le BJP et ses alliés ont obtenu au moins 272 sièges sur 543 selon les résultats mis en ligne sur le site de la commission électorale. Cette édition est terminée. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée à toutes et à tous.